Burkina Faso, libération d'Emmanuel Zongrana, un acte de décrispation politique. Nous nous interrogeons encore cet après-midi. Burkina Faso, libération d'Emmanuel Zongrana, un acte de décrispation politique. C'est notre grande interrogation. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sur Panafricaniste TV, la chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Eh bien, mesdames, messieurs, libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana, nous en parlons. L'officier était en détention depuis janvier 2022 pour tentative de déstabilisation. Le tribunal militaire a accepté le jeudi 15 décembre dernier la demande de liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana. La chambre d'instruction du tribunal militaire a ordonné la mise en liberté provisoire du lieutenant-colonel Zongrana. En tout cas, c'est la troisième demande de liberté provisoire de cet officier de l'armée burkinabé accusé de tentative de déstabilisation des institutions de l'État, de détournement de biens publics, de faux et usage de faux, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Le tribunal militaire avait le 12 octobre dernier refusé en première instance sa demande de mise en liberté provisoire. En rappel devant la cour de cassation de la chambre criminelle du tribunal militaire, le 27 octobre dernier, une nouvelle demande de liberté provisoire avait été rejetée. Maître Paul Kéré a expliqué avoir introduit une nouvelle requête de mise en liberté provisoire devant la chambre d'instruction qui a ordonné la mise en liberté d'Emmanuel Zongrana. Il déclare, et je cite, « Il n'y a aucun élément à charge qui prouve que le lieutenant-colonel Zongrana a détourné un seul centime », insiste d'ailleurs Maître Kéré, ex-chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana avait été arrêté le 10 janvier 2022. À l'époque, il était le commandant secteur ouest du groupement des forces armées du Nord, une zone éprouvée par le terrorisme. Voilà pourquoi nous en parlons encore cet après-midi. Eh bien, Burkina Faso, libération d'Emmanuel Zongrana, un acte de décrispation politique, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani cet après-midi encore. Président Bandakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci mon cher Jocelyn, merci de m'avoir invité. Je salue les techniciens qui se battent dans l'ombre, qu'on ne voit pas, pour que nous puissions travailler dans des conditions d'aisance techniques acceptables et avantageuses. Je voudrais saluer, je salue tous ceux qui sont scotchés sur Panafricaniste TV et qui y trouvent, n'est-ce pas, un intérêt pour participer, n'est-ce pas, à cette grande aventure panafricaniste en vue de la libération des pays africains, de l'Afrique en général, et de l'espèce humaine en général. Merci à vous également d'être là cet après-midi encore, président Bandakani. On en parlait encore il y a quelques mois, on parlait du lieutenant Zongrana. Et bien sûr, une nouvelle est tombée encore il y a quelques jours. Le lieutenant-colonel Zongrana, liberté provisoire pour lui. Est-ce une décrispation politique majeure qui se défile à l'horizon? Ben, il n'avait pas un problème particulier avec le président de la transition au Burkina Faso. Oui. Il n'a pas été inculpé par le président actuel, du tout. Traoré. Il a été inculpé sous le régime Christian Kaboré. Exact. De coup d'État. Et l'accusation de coup d'État a été, on est venu muer ça et on a ajouté d'autres charges. C'est-à-dire, vous dites que ce monsieur a été arrêté parce qu'il a projeté un coup d'État. Vous l'arrêtez. Quelques jours après, vous venez avec une nouvelle charge. C'est-à-dire blanchiment de capitaux, détournement des deniers publics, etc. Mais où est le rapport? C'est-à-dire, c'est un coup d'État, ou bien c'est tout ça mélangé, ou bien il y a un coup d'État que vous avez attrapé à l'instant, et après des nouvelles charges ont apparu. C'est cette confusion dans les charges, cette confusion dans les charges, ce désordre dans les charges qui rendent suspect l'accusation dont est victime le lieutenant-colonel Zongrana, et qui démontre que c'est un procès politique. Parce que M. Zongrana est victime des contradictions de l'armée burkinabé et des conflits qu'il y a entre les générations d'officiers et les intérêts qu'il y a au sein de l'armée, et, n'est-ce pas, qui font que l'armée, de manière schématique, peut être divisée en deux groupes. Des officiers historiques de l'armée, n'est-ce pas, pour le cas spécifique, qui ont émergé avec les Compaoré, qui se sont nourris de privilèges, n'est-ce pas, qu'il y avait autour des régiments, comme le régiment spécial présidentiel,
n'est-ce pas, Oui. et tous les avantages qu'ils avaient. Et donc, côté, j'ai bien dit schématiquement, tout à l'heure, je vais bien expliquer. Allez-y. De manière schématique. Et d'un côté, les officiers progressistes, qui ont une conception de l'armée qui consiste à faire de l'armée le bouclier du peuple, le fer de lance du peuple. Non seulement sécuriser le territoire, mais porter le développement du pays. N'est-ce pas? Donc, c'est les deux conceptions militaires qui sont en train de s'affronter. Alors, Zungrana a incarné, n'est-ce pas, l'officier courageux, la bravoure, l'homme de guerre au front, symbole de cette armée, symbole des troupes qui meurent au front, pendant que d'un côté, une certaine hiérarchie militaire s'engraisse en estimant que non, nous sommes la hiérarchie militaire, nous avons été formés à 5-6, nous avons des droits. Il y a un droit d'aînesse militaire qui justifie les privilèges que nous avons. Vous avez, on appelle les devoirs des cadets militaires. Votre malchance, ou bien votre chance, c'est que vous êtes jeune. Donc, supportez les corvées de la jeunesse. Nous, on ne part pas au front. Allez au front contre les terroristes, sans équipement, sans rien. Et Zungrana incarne ça. Il incarne les aspirations de cette frange de l'armée, n'est-ce pas, qui ne veut plus voir le pays à terre, qui partage avec le peuple la honte nationale, liée au fait que le pays aujourd'hui, la moitié de la territoire est dans les mains des terroristes. Et que les populations de Burkina Faso, dans toute une grande partie du pays, sont retournées dans des conditions de vie du néolithique, du paléolithique. Les gens mangent les feuilles des arbres pour se nourrir. C'est inacceptable. Et vous avez ressenti ça dans le visage du capitaine Traoré, lors de ce fameux discours. Oui. Il a dit, disons-nous la vérité. Quand vous écoutez ce qu'il disait, oui, il incarne ça. Zungrana aussi a incarné ça. Moi, je pense que l'intérêt qu'il y a dans sa libération provisoire, parce que bon, c'est quand même un état de droit, il faut respecter les formes juridiques quand même. En attendant que l'affaire soit liquidée, c'est un arrangement qui permet qu'il soit libéré à titre provisoire. On espère que les charges là vont être vidées rapidement, parce que tout indique que c'est un montage de toute pièce, un montage politique. Ce qui est intéressant, c'est que le président de la transition est dans ses ressources un officier de cette valeur. Vous savez qu'il est très populaire. Il y a eu des manifestations pour réclamer sa libération. Des manifestations. Donc, il incarne dans l'armée quelque chose. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, il est important dans ce temps-ci, où l'armée burkinabé à la recherche de son honneur perdu, que des officiers de cette dimension retrouvent la liberté et se mettent au service de l'armée dans les fronts contre le terrorisme. Une fois qu'on a dit ça, c'était un peu l'élément factuel. Mais pour bien comprendre ce qui se passe autour du lieutenant-colonel Zungrana, et bref, tout ce qu'on dit de l'armée burkinabé, oui, il faut remonter un peu dans l'histoire de l'armée de ce pays. Et ça se confond avec l'histoire de Burkina Faso depuis l'indépendance. Vous savez que depuis l'indépendance, historiquement, entre l'indépendance et la chute du régime Compaoré, oui, vous avez eu, parlons comme ça, 11 régimes politiques. Oui. 11 régimes politiques, dont 4 régimes qu'on peut qualifier de constitutionnels. Vous voyez ça? De constitutionnels. Depuis, je crois, le régime de Ouedraogo, je crois, et en passant par ceux de Kaboré, et bon, et d'autres dont notre souvenir m'échappe. Mais vous avez eu 4 régimes constitutionnels et 7 régimes d'exception. Donc vous voyez là qu'il y a eu la prépondérance de l'armée au pouvoir au Burkina Faso. L'histoire de Burkina Faso, c'est une histoire de prépondérance de l'armée au pouvoir. Donc le drame, c'est quoi? C'est que c'est une armée au pouvoir, mais en réalité, c'est des successions de militaires au pouvoir. Alors chaque militaire, chaque régime d'exception qui arrive, crée une armée d'exception qui lui correspond. Donc l'armée burkinabé, c'est une armée qui a 1000 têtes, parlons comme ça. C'est à 1000 têtes, mon cher Jocelyn. Or, une armée ne doit pas avoir 1000 têtes. Une seule tête. C'est une seule tête. Donc vous avez dans l'armée burkinabé un affrontement de générations de militaires qui chacune a son histoire, a son intérêt, a son identité, et dont la fusion et la discipline, n'est-ce pas, autour de ce qu'on appelle l'honneur militaire. Mon cher Ngos, l'honneur militaire, la discipline militaire est difficile à réaliser. Commençons. On peut prendre
pour date emblématique, l'arrivée au pouvoir du président Sankara. On est en 83 et l'agenda révolutionnaire du président Sankara va révolutionner le système de sécurité du pays. Avec l'imposition de ce qu'on a appelé les comités de défense de la révolution, les fameux CDR et les comités de services révolutionnaires, les fameux CSR, dans tout l'appareil étatique. Donc, vous voyez très bien que ce nouvel ordre politico-militaire va bouleverser et va laisser des traces profondes dans les orientations militaires du pays. L'armée de Sankara n'était pas n'importe quelle armée, c'était une armée qui se confondait au peuple. Et la stabilisation de l'armée, pour que entre l'armée et la révolution, il y ait la traction, il y a une traction comme entre un wagon et la locomotive, n'est-ce pas, le wagon et les trains, vous voyez là, c'était pour garantir ça, il fallait donc le comité de défense de la révolution. Alors quand Sankara tombe, arrive Compaoré, Compaoré va engager une grande réforme de l'armée à partir d'octobre 87, une armée qui va déboucher sur ce qu'on a appelé le comité spécial de régime spécial présidentiel, qui va être le cœur de cette réforme de l'armée qui, en réalité, est pris en charge en coulisses par la France. Le but de la France étant d'enlever toute sémence révolutionnaire au sein de l'armée burkinabé. Vous comprenez cette affaire-là? Donc, tout Compaoré, tout son travail va être ce qu'il a derrière son fameux mot creux, rectification, ça a été de désancariser l'armée. Parlons comme ça. De la désancariser. Alors, ça a laissé des traces profondes. Ça a culminé donc avec ce fameux régiment spécial présidentiel. Quand Compaoré tombe, mon cher Gosse, quand il tombe, n'est-ce pas, il y a cette transition. Je crois quand il tombe là, il y a cette transition. Et durant la transition, vous voyez très bien que le fameux régiment spécial présidentiel va chercher à renverser la transition pour amener Compaoré. Diendéré, fameux Diendéré. Et tout ce qui s'est passé, les affrontements qu'il y a entre Diendéré et Zida. Vous voyez? Donc, vous voyez très bien que Compaoré est renversé. Après cette transition, Cahen, n'est-ce pas, va déboucher sur l'arrivée au pouvoir comment il s'appelle là, de Rochemar. Christian Kaboré. Qui lui va pas réussir à stabiliser l'armée. Parce qu'il est balancé entre les anciens militaires fidèles à Compaoré et une nouvelle génération de militaires qui émerge. Et lui-même, il est extrêmement léger dans la gestion de l'armée. Je crois que ça le fatiguait même. Il est tellement léger dans la gestion de l'armée. Et l'erreur qu'il fait encore, c'est quoi? C'est que non seulement il ne veut pas s'occuper de l'armée sérieusement, mais il commence à faire de l'affairisme militaire avec des amis qui sont chargés d'acheter le matériel, machin, et qui s'amusent avec l'argent du pays. Pendant que les troupes sont là et n'ont pas de trucs. Et les militaires de troupes regardent. Ils regardent ça et ils voient le pays s'enfoncer. Alors, donc, il faut rappeler ça pour comprendre que Jocelyn Gosse, Compaoré n'a tenu pendant 22 ans que parce qu'il y avait un consensus géopolitique autour de sa personne, organisé par la France. C'était quoi ce consensus? M. Compaoré se maintient au pouvoir, il se maintient au pouvoir en jouant un rôle de médiateur. Vous savez qu'à l'époque, c'était le médiateur. Moi, je l'avais appelé médiateur interplanétaire. Il faisait des médiations partout, dans la sous-région. C'était un médiateur dans la sous-région. Mais en fait, que cachaient ces médiations-là? C'est que Ouaga, Compaoré était le protecteur de tous les milices qui circulaient là dans la sous-région, à partir du Libéria, de la Sierra Leone, jusqu'à ce qu'on va vivre en Côte d'Ivoire. Ouaga était la capitale de tous ces armées et miliciens et milices errantes qui erraient là. Mais qui tous étaient parrainés par la France. Tous étaient parrainés par la France. Compaoré les maintenait, et quand ces milices-là, ces armées informelles entraient en action, il devenait le médiateur entre l'armée et le pouvoir légal. Et pour que ça se calme à la fin, tous ces gens se retrouvaient à Ouaga, et Compaoré était un petit dieu en matière de médiation. Mais ça, c'est la France qui était derrière. Voilà pourquoi, mon cher Jocelyn Gosse, dès qu'il va chuter, dès la chute de Compaoré, il faut comprendre ça, dès qu'il chute, le pays connaît les premières incursions terroristes, que ce soit aux frontières ouest et aux frontières nord du pays. Et dès qu'il chute, Compaoré, ça commence là. Oui. Et ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à ce que
plus de la moitié du territoire sont entre les mains des terroristes. Donc, vous comprenez comment une armée peut vivre ça. Regardez comment on enterrait les militaires burkinabés sur Marc Christian Coroche comme Kaboré. Mais ça fait pleurer. À la limite, c'était comme des chiens. Je n'imagine pas la situation des familles et des enfants de ces militaires morts. Je n'imagine pas. Quand on voit l'enterrement de ces gars-là, mais c'est pas possible ça. C'est terrible. C'est-à-dire que, vous voyez à quel niveau une armée a dit le pays n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais pendant ce temps, il y a une hiérarchie militaire qui est là, qui prend des grands airs et qui continue à revendiquer des privilèges. Mais pendant que le pays est à terre, pour un vrai militaire, c'est inacceptable. Elle dit, ça peut même pousser quelqu'un à se suicider. Un vrai militaire. C'est dans ces conditions qu'ont émergé les gens comme les Zungrana. C'est dans ces conditions qu'ont émergé les gens comme le capitaine Traoré, qui est là aujourd'hui à la tête du pays. C'est-à-dire, c'est ce contexte de déshonneur de la nation. C'est ce contexte de deuil de la nation. C'est ce contexte de quasi-disparition progressive du pays qui a fabriqué l'émergence de ces jeunes officiers que vous êtes en train de voir là aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce qui entoure la libération de Zungrana, on ne le comprend pas si on l'extrait de ce contexte général de l'armée du Burkina Faso. C'est cela qu'il s'agit. C'est l'histoire des armées de pacotille que la France a imposées dans ces précarés, pour que justement, ces précarés ne soient pas des pays, que ce soit des sous-préfectures, donc des armées de pacotille. Que la France n'hésite pas à insulter à travers Jeune Afrique, son journal. Au lieu que des armées de pacotille, sans l'appui de la France, vraiment, ces pays-là n'existeraient pas. C'est cette chanson d'enfer qui a accompagné l'intervention, entre guillemets, de la France au Mali, où sans la France, sans Hollande, le Mali aurait disparu. Mais pourquoi après on se rendre compte que tout ça, c'est une stratégie géopolitique et géomilitaire qui est organisée pour que le terrorisme serve de paravent à la recolonisation, n'est-ce pas, des pays. Le Burkina Faso, dans toutes les zones là où il y a le terrorisme, on a découvert d'immenses richesses, comme par hasard. Il dit bien d'immenses richesses, que ce soit en pétrole, que ce soit en diverses ressources, mon cher Jocelyn. Les rapports secrets de l'armée le disent clairement, l'on dit clairement, on l'a dit à Marc Christian Kaboré, que c'est la France. C'est la France qui est un problème. Silence total. Kaboré dit, ben, écoutez, moi, mon rôle, ce n'est pas d'embêter les Français. Ce sont les Français qui m'ont placé ici. Moi, je ne suis pas là pour les embêter. Le pays mourait. Il passait son temps à dire qu'il a été élu démocratiquement. Avec qu'il est un président élu démocratiquement, qu'il est le seul président du pays qui soit non militaire. Il n'est pas de pouvoir par un coup d'État. Comme si on mangeait la démocratie. C'est quoi cette démocratie qui ne reconnaît pas l'honneur de l'armée? C'est quoi cette démocratie qui, une fois installée, le pays perd la moitié de son territoire? Humilié. Et les présidents et les populations retournent à l'âge de la cueillette. C'est quoi? Et quelqu'un est là, il s'assied, il se vend et dit non, je suis démocrate, je suis. Son renversement n'a surpris personne. Nous l'avons annoncé, tu le sais à plusieurs reprises, Kaboré, que tu vas tomber. Bon, ça c'est pour tout le monde sauf lui. Hein. Sauf lui. Pourtant, on lui avait dit. C'était évident. Dès le départ. C'est quoi ça? C'était clair et net. C'était clair et net. Et après lui, quand notre voyou est arrivé, tout son projet était de ramener Compaoré, même mort vivant. En fait, vouloir restaurer le fameux régiment spécial présidentiel sous d'autres noms. Cette fameuse hiérarchie militaire, tout honte but au service de la France. Oui, Jocelyn. C'est-à-dire, pour elle, pour mettre fin au terrorisme, il faut s'allier à la France. Il faut partager les ressources avec la France. Vous savez c'est qu'on met dans le partage, non? Exact. Ça vous rappelle pas le Gentleman Agreement qui, dans les années 60, a été imposé sur le pétrole, dans le précaré français, où la France prenait tout, 90%, et donnait quelques miettes aux dirigeants. On appelait ça Gentleman Agreement. Le Gabon est l'exemple parfait de Gentleman Agreement. C'est pas moi qui le dis, c'est Loïc Lefroche, Pridien, ancien directeur général, ancien PDG de Elf. C'est pas moi qui le dis. Tapez Internet, c'est connu. Il raconte tout ça. Après ses déboires, on a voulu lui faire porter le chapeau. Gentleman Agreement. Alors, les officiers, les hiérarchies militaires en général, corrompues dans les pays africains, qui ne veulent pas se battre, qui n'ont pas d'honneur militaire, en dehors des costumes
des uniformes militaires qu'ils portent, ils font le gros dos parce que ils sont de Saint-Cyr, l'autre était à West Point. Ils n'ont jamais fait une vraie, véritable guerre, jamais de la vie. Quand ils ont fait une guerre, c'est contre les patriotes. Et un monsieur comme le général Semengue va se vanter d'avoir tué les députés au Cameroun. Semengue, c'est l'être de noblesse, c'est qu'il a tué les députés. Il refuse jusqu'à présent de reconnaître que ce sont des patriotes. Il les appelle terroristes. L'histoire du Cameroun ne pardonnera jamais au général Semengue. Pour qui nous avons du respect, pour ce qu'il a fait dans l'armée du Cameroun, c'est ce mépris du patriotisme camerounais. On ne pardonnera jamais ça. L'histoire du pays ne pardonnera ça. Nous espérons qu'avant qu'il ne quitte ce monde, il va revenir sur ses positions. Mais le général Semengue, il a l'image de ces militaires formés à Saint-Cyr et qui n'ont pour prouesse que d'avoir tué leurs propres frères dans le cadre de la lutte de libération. Pour le cas du Burkina Faso, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que, ok, nous sommes des officiers supérieurs sont là pour maintenir un ordre honteux, un ordre de la colonisation, un ordre où le pays est transformé en un champ d'esclaves au service d'une métropole dépravée, mon cher Jocelyn. Alors vous avez une armée qui est là, qui fait semblant de maintenir un ordre, dirigé par des gens comme Blaise Compaoré, qui joue au médiateur interplanétaire, alors qu'il sait très bien que son pays n'existe pas. Que son pays est un marchepied d'une puissance dépravée comme la France. Il le sait. Alors quand il arrive qu'il ne soit plus là, l'armée devient un champ de ruines. Ce sont des décombres de l'armée qu'on voit. Des parties de l'armée qui obéissent à telle logique, l'autre partie obéit à telle logique, l'autre partie obéit à telle logique. Et pour unifier ça, Justin Goss, c'est difficile. Et la France est là, en coulisses, on ne la voit pas. Elle gère les divisions, opposant telle génération d'officiers à telle génération d'officiers, opposant tel groupe à tel groupe, et tire les ficelles. Après, pour faire les communiqués. Non, ça ne nous concerne pas, on n'est pas là. On est là pour assister. On est là pour assister. On est là pour créer une intimité avec vos armées. Dans le monde, on n'a jamais vu ça. Pourquoi les Français n'avaient pas accepté l'intimité avec l'armée allemande? Et il fallait accepter de faire l'amour avec l'armée allemande. Il fallait embrasser Hitler et faire l'intimité avec l'armée. C'est le nouveau projet d'Emmanuel Macron. Avec l'armée nazie. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est un vieux projet qu'il macronise. Et c'est dégoûtant, parce que tout ce qui touche est dégoûtant. Parce qu'il est d'abord dégoûtant lui-même. Donc, vous comprenez tout ça? Donc, c'est ça la problématique militaire qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, et qui n'est pas seulement le cas de Burkina Faso, qui est le cas de beaucoup de pays africains. Chaque fois qu'un dirigeant quitte le pouvoir, on voit très bien qu'il y a des dysfonctionnements dans l'armée, parce que, historiquement, ce ne sont pas des armées, comme le cas en Algérie. L'armée algérienne est traversée par des contradictions. Il y a même de la corruption. Mais c'est une armée nationaliste. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Pourquoi? Parce que cette armée est née pour libérer le pays. Sa naissance s'est confondue avec la guerre d'indépendance. Elle peut traverser par les courants, les janvieristes, les historiques, tout ce que vous voulez. Mais l'identité de l'armée algérienne, c'est que c'est l'armée qui est née pour libérer le pays. Une pareille armée ne peut pas ressembler à d'autres armées. Le Jacques, on a eu au Burkina Faso, avec les Compaoré. Ne peut pas ressembler à ce que vous avez en Côte d'Ivoire. Une armée espagnole, comme je dis. C'est ce qu'on appelle le belge espagnol. Non? Voilà. Une armée espagnole. On peut ressembler à ce genre d'armée-là. Comme ce qu'on nous crée là au Niger. Le Niger avait un triste individu qui est là, qui fait honte au continent. Un certain Bazoum. Ça fait le bruit. Bazoum. Ça fait le bruit. Comme le tambour. Bazoum. Ça fait le bruit. Même le nom, ça dit c'est un nom de bruit. Et un bruit dangereux. Qui annonce les mauvaises choses pour la nation et pour le continent. Donc, la situation de l'armée, c'est ça qui est au Burkina Faso. Et la libération de Zoungrana devrait, de notre point de vue, être de bonne augure pour le pays. Il faut qu'ils se mettent au service du pays. Et l'unité de l'armée, l'unité de leur génération dans l'armée, que cela, n'est-ce pas, que la promesse des fleurs ne soit pas démentie. On voit ce qui se passe actuellement. 50 000 personnes ont été recrutées, des volontaires, pour aller au front. Il y a une des perspectives de diversification extrême des partenariats parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a rien à faire avec la France. Il n'y a rien à faire avec la France. Elle était là depuis, on a vu, son bilan est connu. Son bilan est connu. Il n'y a pas de débat. Il faut chercher ailleurs. C'est-à-dire que quand vous avez eu un monopartenariat
qui a duré près de 2 siècles, si on intègre la colonisation, et qui plus de 60, 70 ans après l'indépendance, monopartenariat qui a abouti à ce qu'on voit là, il ne vous reste qu'une seule voie, la diversification, le multipartenariat. Partenariat. Donc, alors d'office, pourquoi on veut effrayer les jeunes officiers burkinabés? Mais ils n'ont pas le choix, ils doivent aller en Russie, comme ils ont fait. Pourtant, il y a eu cette sortie de Nana Akufo-Addo avec Anthony Blinken qui déclarait haut et fort que, jusqu'à preuve de contraire, les autorités burkinabés sont en train de se diriger vers la Russie. Et qu'actuellement, forcément, aux portes du nord du pays, il y a déjà, on va le dire, selon lui, les mercenaires russes, et à qui les autorités burkinabés ont remis des parcelles de pétrole. Vous savez très bien que le type qu'on appelle Akudo, c'est quoi? Nana Akufo-Addo. Il fait honte à l'histoire du Ghana. Vous savez ça, non? Tout le monde le sait. Oui, il fait honte. Et puis je me demande si les Ghanéens, il faut qu'ils se réveillent pour savoir qui est à la tête de leur pays. Ce type-là, c'est-à-dire, il se comporte comme un voyou. Il dit tout et n'importe quoi. Il a fait 10 ans aux États-Unis. Vous venez après dire que non, c'est pas ce que j'ai dit, arrangeons-nous. C'est du troubadour. C'est du troubadourisme. Je suis un gosse. Nous pouvons inventer les mots français. On fait ce qu'on veut de mots français. Non, ben, on fait ce qu'on veut. C'est une triste langue qui nous est imposée, on en fait ce qu'on veut. En attendant, on se débarrasser de cette bêtise-là. Donc, ça s'appelle du troubadourisme. C'est-à-dire, il raconte n'importe quoi avec des histoires. C'est-à-dire que, est-ce que ça ne veut même pas un commentaire? Ce ne sont pas eux qui sont derrière la CEDEAO. Alors, ça vous surprend. Le monde entier a vu la CEDEAO, non? C'est tellement dégoûtant qu'il vaut mieux ne pas prononcer le nom de la CEDEAO. Et maintenant, le projet géopolitique est clair. Créer une armée anti-push. Ça ne vous dit rien. Mais derrière l'armée anti-push, ce n'est pas l'OTAN qui veut s'installer. C'est l'OTAN qui veut s'installer dans la sous-région. Pourquoi? Pour instabiliser davantage la sous-région. Parce que si l'OTAN s'installe, c'est la guerre froide qu'on veut amener dans la sous-région. C'est déjà là, c'est ça qu'on veut faire. Et maintenant, on veut faire comme si c'était une chose normale. C'est une chose qui vient des peuples. Parce que des mercenaires sont assis dans des sommets. Ouattara, il est dirigeant de la Côte d'Ivoire. Qui l'a mis là-bas? Qui l'a mis là? C'est que Boari fait au Nigeria là. Il dit, on ne sait pas ce qu'il veut. Instable dans ses propos, dans ses positions et tout. Hein? Des gens défendent des intérêts. Parce que même au Nigeria, il y a un problème au Nigeria. La hiérarchie militaire, l'élite du pays a un problème. Corrompu dans l'affaire du pétrole. Et chacun a un dossier à la CIA. Les Américains tirent les ficelles par derrière. Donc, toi, dirigeant, tu es élu, tu veux changer les choses, tu as toute une génération de militaires qui ont des dossiers. Ils vont se lever contre toi. Boko Haram, c'est ça. Obasanjo a eu à affronter ces choses-là, qu'elle a voulu diversifier les partenariats avec la Chine. Même s'il n'y a pas lui-même, il est entré dans l'histoire des mondialistes. Donc, ouais, tout ça, Nana Akudou, dit que de Ouattara, toute cette clique-là, sont en train de ramener la zone du Sahel mais dans le Moyen-Âge. C'est le retour à l'Antiquité. C'était même mieux. Pourquoi? Ce sont des larbins, ce sont des valets, ce sont des mercenaires qui n'ont aucun projet d'envergure pour leur pays. Alors, face à ça, vous avez une dynamique qui est incarnée par le Mali, par le Burkina Faso, et dans une certaine mesure, parce que moi, j'étais certain de pas me méfier de Doumbouya, jusqu'à preuve le contraire, dans une certaine mesure, Doumbouya. Alors, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont été exclus du faux sommet organisé à Washington, organisé par le CENIL. Le faux sommet. Donc, les Occidentaux veulent donc sanctuariser le chaos dans la sous-région. C'est la seule condition pour que leur décadence, pour ralentir un peu la décadence. On sanctuarise le chaos, on l'amène à la guerre froide, en espérant que dans ce cadre-là, on va pêcher à nos troubles et essayer de tenir un peu. J'ai appelé ça l'ukrainisation. Et dans l'ukrainisation, qui profite là, vous avez vu l'Ukraine, Washington, au détriment de l'Europe et de la France. C'est la nouvelle donne. La nouvelle donne, est-ce que les Français, le peuple, vont se réveiller? Parce que celui qui a la tête, c'est un sous-américain. Il fait la diversion là, mais il n'est pas là. Macron n'est pas là pour la France. Les Français qui sont réveillés le savent. C'est un pion. C'est un pion. Les réservistes militaires français l'ont compris, qui ont publié une lettre publique. Ils le disent clairement que, mais on se rend compte que, mais enfin, on a placé à la tête de notre pays un esclave, une propriété privée de Rothschild. La France appartient à Rothschild et quelques familles. Et ces familles-là n'ont pour la France que l'idée d'un label qui sert de couverture à la prospérité de ces familles-là, dans le cas de ce qu'ils ont appelé la mondialisation.
Et c'est ça la France aujourd'hui. Et Macron, dans son cinéma qu'il fait là, il trompe que les naïfs en France. C'est un Américain. Et la France ne peut pas compter sur Macron pour se défendre face aux Américains. Donc, la dynamique d'ukrainisation profite d'abord à Washington. Dans le cadre d'un grand jeu, que Washington veut imposer pour que la multipolarisation naissante du monde se transforme en tripolarisation. Écoutez-moi bien, en tripolarisation. Écoutez, j'ai vassalisé l'Europe, j'ai vassalisé la France, l'Europe et la France. Chine, Russes, venons discuter, partageons-nous le monde. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a un problème. Parce que vous vous asseyez là, parce qu'il y a un problème, parce que la tripolarisation supposerait que la Russie et la Chine acceptent que l'État profond qui opère aux États-Unis, que la Russie et la Chine acceptent ça. Mais comment on va gérer ça? Qu'est-ce qu'ils feront des patriotes américains? Qu'est-ce qu'ils feront de tous ces peuples-là? Qu'est-ce qu'ils feront? C'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan militaire, l'Amérique a été déclassée sur le plan militaire. Maintenant, c'est connu. Quand nous l'avons dit, très tôt avant tout le monde, j'ai été insulté pour ça. Nous avons été insultés et tout, mais on savait de quoi est-ce que nous parlons. Maintenant, c'est compris, c'est connu. Mais il reste quoi? Venir faire le chaos aux États-Unis, en Afrique, et aller vendre ça à la place, à la table des grands, entre guillemets. C'est comme ça c'est le rôle que la France a joué après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a pas de place pour ce jeu-là. Malheur, tant pis pour la France. Tant pis. C'est le prix qu'on paye quand on bâtit sa puissance sur le malheur des autres pays. L'Amérique va suivre. C'est aussi un pays maudit. Parce que c'est l'État le plus criminel du monde, l'État américain. Il gesticule là, croyant qu'il va résister. Et cette gesticulation ne peut, n'est-ce pas, tenir qu'en créant le chaos en Afrique. D'où le sommet, le faux sommet, où on distrait les dirigeants inconsistants, parce qu'ils sont contents d'aller s'asseoir à côté d'un sénile, d'un président américain, alors que dans les normes, on ne peut pas s'asseoir avec un président américain. Dans un monde normal, on ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un qui est à la tête d'un pays, qui a postulé que l'humanité s'est terminée et qu'il faut fabriquer des humains robotisés. Il faut les remplacer. C'est ça le projet. C'est l'Amérique qui est au cœur de ce projet. Parce que c'est le temple du capitalisme. Les mondialistes, l'Amérique, c'est leur pays. Et ils tiennent encore pour, je ne sais pas pour combien de temps, le pays. En attendant que les patriotes américains s'organisent, mais ils tiennent le pays. Vous savez que la Federal Bank est une entreprise privée, non? Oui. Alors, et vous savez à qui ça appartient, non? Alors, tous les parrains des marchés financiers qui tiennent les États-Unis, qui ont créé la CIA, c'est Rockefeller qui crée la CIA. Gens ne le savent pas, c'est la famille Rockefeller qui a créé la CIA. Mais Rockefeller qui peut créer une institution qui devient une structure de l'État américain. L'État profond. L'État profond. Alors, tous les marchés financiers qui ont développé en secret une infrastructure techno-gouvernementale basée sur la maîtrise des technologies de pointe, informatique, numérique, digitale, n'est-ce pas? Et une technologie monétaire qui permet de contrôler la circulation de la monnaie par la dématérialisation, qu'ils ont contrôlé, ont formé ce qu'on appelle la structure de l'État profond, qui contrôle le pays et qui permet à Davos de faire un programme universel de gouvernement et de l'imposer au monde. On a vu ça avec le Covid, ils n'ont pas renoncé à leur projet. Il a dit dernièrement, à la dernière rencontre de Davos, il a dit, Klaus Schwab, le nazi a dit que nous sommes puissants et nous devons diriger le monde. Alors, voilà un défi lancé aux États, en pleine figure, aux États. C'est un défi lancé ouvertement aux États-nations. Alors donc, il faut intégrer l'idée des armées au XXIe siècle, ce qui concerne les pays africains, dans ce cadre géopolitique. C'est la réinvention des armées. C'est ça qui est à l'ordre du jour dans les pays africains. Vous savez, aux dernières nouvelles, il y a des usines au Japon et en Corée du Nord capables de fabriquer 36 000 bébés par an. Je répète. Oui. Il y a des usines installées en Corée du Nord, non, du Sud, je crois. C'est en Corée du Sud. Et au Japon, le Japon est très avancé. Il y a des gens qui nous ont vanté le miracle japonais il y a quelques années ici. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas le pays qu'on appelle le Japon, ils ne connaissent pas l'histoire. Et ils savent que c'est devenu un sous-comptoir américain. McCarthy,
L'alliance qui a été passée entre le Japon et les États-Unis, c'est une des alliances les plus criminelles de l'histoire de l'humanité. Voilà ce que ça produit au Japon. Des usines qui fabriquent les bébés. Ils peuvent fabriquer 36 000 bébés par an. Bon, alors, quand vous regardez ça, mais qu'est-ce qu'on vous prépare? Vous voyez pas que ça dessine un autre horizon de la guerre et que la guerre telle qu'on l'a connue dans l'histoire, cette vision de la guerre s'est périmée. Écoutez, par exemple, si on laisse de tels projets continuer, les Chinois ont fait ça. Ils ont fait ça, après, devant le bruit, ils ont reculé, dit que non, le scientifique qui a créé l'homme en laboratoire, on l'a neutralisé pour tromper le naïf. C'était un test et c'était un message annoncé au monde entier. La Chine se prépare, elle ne va pas se laisser supplanter dans les transformations de la guerre qui sont devant nous désormais. La Russie ne se laisserait pas faire. Alors, si désormais, M. Ngos, vous avez une armée de robots humanisés, vous présentez à face de ces robots humanisés des humains pour faire la guerre. Il y a match. Du tout. Cette transformation de la guerre qui passe de guerre classique à la guerre biologique, à la guerre transhumanisée, est-ce que l'Afrique est prête? Nous avons des armées de pacotilles, avec des officiers supérieurs comme celui qui a été renversé là au Burkina Faso, il s'appelait Kiankoso Voyou là. Donc, Christian Kaboré? Non, celui qui a remplacé Damiba. Damiba. Vous avez des militaires, des armées dirigées par des gens comme Ouattara. Vous avez les Bazoum, qui ont des projets militaires, c'est-à-dire coloniaux, du 19e siècle. C'est-à-dire qu'ils conçoivent leur pays comme étant moins que des sous-préfectures au 21e siècle. Il faut donc comprendre les mutations qui se passent au Burkina Faso et espérer que ça va déboucher sur une grande idée de l'armée au XXIe siècle. Une grande idée de l'armée, une armée qui anticipe sur ce qu'on nous prépare, qui ne peut pas laisser la place à Washington. Surtout. C'est un pays dangereux. L'Amérique, c'est un pays dangereux. Il faut que les gens comprennent très bien. C'est-à-dire que la guerre contre la France débouche de manière mécanique sur une guerre contre les États-Unis. Les panafricanistes, si on ne comprend pas ça, on n'est pas un panafricaniste. Parce que l'Amérique est le plus grand défi que l'humanité a relevé au XXIe siècle. L'Amérique, là, les États-Unis, tels qu'ils sont pensés là actuellement par les mondialistes, c'est inacceptable. Davos est le plus grand défi qu'on a relevé avec le projet post-humain. C'est pas que nous avons à relever au XXIe siècle. Les marchés financiers et toute cette infrastructure techno-militaire qu'ils ont fabriquée là et qui leur permet de tenir le monde, de sanctionner les pays comme un maître sanctionne un élève. Justin Gauche. Ce sont des défis immenses que nous voulons relever, qu'on doit relever. Je suis parti de la situation de l'affaire Zungrana pour aboutir sur ce terrain-ci pour que les gens comprennent les défis qui nous attendent. Donc, vous voyez très bien que pour tenir leur rang dans le monde, les Américains sont obligés de coloniser le continent africain. C'est-à-dire qu'il y a une mutation dans l'histoire du colonialisme. Hier, c'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique. Et les Américains sont venus jouer au libérateur avec leur discours sur le discours Wilson, président Wilson, sur l'autodétermination des peuples. C'est avec ça qu'elle a flatté les peuples. On a cru que l'Amérique n'est pas une nation coloniale. On a oublié le génocide des Indiens. On a oublié le génocide des Noirs aux États-Unis. Les Africains ont longtemps mis de côté les Américains. Non. Non, l'Amérique est en train de sortir du bois et elle incarne le projet de colonisation mondiale. C'est le monde que les Américains veulent coloniser, avec derrière les forces des marchés financiers, ces criminels-là. On veut coloniser le monde. La guerre en Ukraine, c'est un conflit pour stopper ça. Et là, actuellement, il n'y a même pas à réfléchir. Notre partenaire naturel, c'est la Russie. Il faut être de ce camp. Il n'y a pas à suivre l'Occident là, dans cette affaire. Vous voyez très bien comment est-ce qu'elle est en train de déclasser, de vassaliser, de parachever la vassalisation de l'Europe et de la France. Tant mieux. Mais, une fois qu'elle est en train de finir ça, il ne faut pas rêver. Elle est en train d'attaquer au continent africain. Avec cette loi qu'elle a osé voter. Cette loi qu'elle a osé voter. Une des lois les plus rétrogrades, les plus racistes de l'histoire de l'humanité. Et qui montre que l'Amérique, c'est un État dangereux pour le sort de l'humanité. Donc, quand on voit ça, face à cette menace majeure, il faut que nous ayons des armées conscientes, réorganisées, et qui sont conscients des défis que nous avons devant nous, et qui vont ajuster dans leur discipline et leur sens de l'honneur
dans la perspective de relever ces défis. Nous espérons que la libération de Zungrana va consolider cette dynamique au Burkina Faso. Nous allons suivre ça de très près. Président Badakani, merci d'avoir été là cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos pages et surtout sur nos plateformes numériques. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Nous sommes ensemble tous les jours 24 sur 24. Et bien sûr, nous publions. Bonne journée à toutes et à tous.